Bonsoir à toutes et à tous et merci de rester fidèles au programme du soir sur New World. Bienvenue dans le décryptage pour commencer ce programme du soir et c'est avec notre éditorialiste Mamadou Diouf. Bonsoir Mamadou Diouf et bienvenue. Merci, bonsoir Guillaume. Avec vous aujourd'hui, nous parlons du Tchad, référendum sur le projet de nouvelle constitution. Les Tchadiens étaient aux urnes ce 17 décembre pour le référendum constitutionnel pouvant permettre peut-être de lancer une nouvelle constitution dans ce pays. Trois principales positions, le boycott, le non et le oui pour ce référendum qui s'est dans la globalité déroulé dans le calme. C'est ce que disent les observateurs par rapport à ces élections au Tchad. Tout à fait, les élections se sont déroulées normalement. On n'a pas eu vent d'une contestation particulière durant le scrutin, mais cela n'est pas également une surprise puisque l'opposition n'était pas allée dans le sens de ce qu'on appelle un boycott actif, c'est-à-dire on ne participe pas et on empêche. Il y avait deux positions pratiquement, ceux qui disaient il faut boycotter et ils avaient dit aux populations restez à la maison, ils n'avaient pas appelé à des manifestations ou à des attroupements. Il y a ceux qui disaient il faut aller voter et il faut dire non. Donc dans ces conditions, plus bien sûr le côté oui qui est plutôt le côté pouvoir et ses alliés qui ont fait campagne pour le oui, ce n'est pas une surprise que les élections se déroulent pratiquement dans des conditions qui sont normales d'un point de vue stabilité. Alors, on a organisé ce référendum alors que le pays est en pleine transition depuis la mort d'Idriss Déby en 2021. Pourquoi ce référendum en ce moment ? Mais c'est un des enjeux et là, c'est là où il y a également une des incompréhensions entre les partis. Puisque pour le pouvoir en place, c'est la suite logique du dialogue national qui avait été organisé. Et effectivement, à la fin du dialogue, il était prévu qu'il y ait une nouvelle constitution, qu'il y ait un référendum. Mais il faut rappeler qu'une bonne partie de l'opposition avait boycotté ce dialogue. Une autre même avait voulu organiser un dialogue du peuple de façon parallèle et tout le monde sait ce qui s'en est suivi. Donc c'est parti de ce dialogue-là. Mais ce dialogue était déjà un objet de désaccord entre les acteurs politiques au niveau du Tchad, parce que certains pensaient que ce dialogue avait pour but de valider la prolongation d'abord de la transition et ensuite la validation de la possibilité pour le président de la transition d'être candidat à l'élection présidentielle. Et ils ont eu raison, parce que c'est exactement ce qui s'est passé. Sur la question toujours du dialogue, il s'était posé la question de quel État au Tchad. Un État unitaire ou bien un État fédéral. Cela n'avait pas été tranché, il était prévu qu'on reporte ça au moment du référendum. Ce qui veut dire que parmi les questions dans le référendum, il devait y avoir une question pour répondre fédéral. Oui ou non pour l'État fédéral ou l'État unitaire. Et cette question n'existe pas au niveau du référendum puisque le texte qu'on leur a donné parle d'un État unitaire décentralisé. Donc, si moi je suis pour un État fédéral, on ne me donne pas la possibilité de dire que je suis pour un État fédéral, sinon je suis obligé de dire tout simplement que je suis contre l'intégralité de la Constitution. Certains maintenant pensent que, après le dialogue national, puisque le pouvoir s'est rendu compte qu'un pas a été franchi, il y a une tentative maintenant de légitimation de cette transition et on crée les conditions, selon certains membres de l'opposition, pour perpétuer ce qui s'était passé avec Idriss Déby, le père, pour que le pouvoir reste encore entre les mains de la famille. Donc quand vous regardez, on parle de référendum, on parle de constitution, mais quand on regarde les enjeux ne semblent pas être dans le texte de la constitution tout simplement, à part surtout cet aspect État unitaire ou État fédéral, mais les gens considèrent que de la même façon que le pouvoir tchadien avait organisé de façon stratégique le référendum pour prolonger son mandat, permettre au président de pouvoir être candidat, c'est la même chose qui continue pour que demain que le président puisse être président de la République et qu'on se retrouve dans une autre situation, parce qu'il faut le dire clairement, il y a eu au Tchad ce qu'on peut appeler un coup d'État militaro-constitutionnel. Puisqu'on faisait la part des choses entre les coups d'État constitutionnels et les coups d'État militaires. Ici, vous avez les deux. C'est des militaires qui ont pris le pouvoir. C'est clair, c'est net. Et qui ont mis, semble-t-il, Déby au devant, puisque c'est ce qu'ils nous ont dit. Mais ils l'ont fait en
fracturant la constitution tchadienne, en ne respectant pas les règles de dévolution qui existaient. Donc ça fait qu'ils font un coup d'État militaire, ils font un coup d'État constitutionnel en même temps. En quoi ce référendum légitimerait-il la transition en cours? Si on accepte, il y a plusieurs choses dedans. Ça vient comme une suite du dialogue dont on parlait tout à l'heure. Mais on est en train aujourd'hui de donner une certaine légitimité à un pouvoir qui est en place. Et d'ailleurs, de façon générale, dans nos pays, c'est ça et c'est dommage. Et ce n'est pas ça un référendum. Parce que dans nos pays, le référendum est transformé en plébiscite. Quand vous regardez les campagnes, c'est comme s'il faut voter pour ou contre le président. Généralement, c'est à ça que ça se réduit. Alors qu'on parle de constitution. Dans les normes, quand on organise une constitution, les langues écrites dans le pays, le texte doit être disponible. Le texte doit être disponible géographiquement partout dans le pays. Dans les médias, on doit amener des gens qui connaissent de quoi il s'agit, qui expliquent aux populations. Mais c'est ça qui permet d'aller voter pour ou contre une constitution. Mais je suis sûr que si on faisait le test pour savoir combien de Tchadiens connaissent le texte de la constitution, parmi ceux qui ont voté, mais on va devoir poser à ces gens une question pertinente. Pourquoi vous avez voté? Parce qu'il ne s'agit pas de voter pour une personne. Il s'agit de voter pour un texte. Avant de voter pour un texte, il faut le lire, le comprendre et être convaincu que ce texte est le meilleur pour le Tchad ou il ne l'est pas. Ou bien il y a dedans des choses qui doivent être changées. Mais dans lequel de nos pays on a vu organiser un référendum de la sorte? Généralement, on ne le voit pas. Le référendum est transformé en plébiscite. Et par ce plébiscite, Déby, qui est président actuellement, s'il sortait avec un taux de participation extraordinaire, ce qu'on n'attend pas, sauf s'il est fabriqué, puisque les observateurs n'ont pas parlé de foule au niveau des bureaux de vote, mais même s'il n'y a pas foule, le président tunisien est passé sur son référendum avec moins de 15%, pour également lui-même légitimer un pouvoir très individualisé, etc. Donc ce n'est pas la première fois qu'on voit un État qui passe par le référendum, effectivement, pour essayer d'avoir quelque chose qu'il n'a pas pu avoir par les voies qui sont les plus normales, en transformant un référendum en plébiscite. On va attendre les résultats pour voir est-ce que ça sera un plébiscite ou pas. En tout cas, les premiers résultats sont attendus le 24 et la confirmation le 28 décembre. Mais à ce référendum, trois tendances se sont dégagées. Ceux qui appellent au boycott, ceux qui appellent à voter pour le non et aussi ceux qui appellent à voter pour le oui. Pourquoi trois tendances et quels sont les arguments dont se prévaut chacun? Le oui, c'est surtout le président de la République, les partisans du pouvoir. On les a vus à travers les images défendre le oui. Pas seulement défendre le oui, ils ont fait une campagne avec de très gros moyens pour le oui. Oui, il faut signaler aussi qu'ils ont été rejoints par Sucé Masra. Oui, il faut dire qu'ils misent sur un référendum qui va aboutir à un oui. Et ça se comprend, puisque ça pourrait être un plébiscite si bien sûr le taux de participation et le pourcentage du oui permet de parler de plébiscite. Ensuite, vous avez l'opposition qui avait déjà rejoint le parti au pouvoir et qui gouverne avec, parce qu'ils ont des alliés qui étaient dans l'opposition. Vous avez Sucé Masra qui, à son retour, a d'abord tenu un discours qui semblait plutôt être un ni oui ni non, et qui finalement a demandé à voter oui en disant que c'est le moindre mal. Il a donné ses arguments. Vous avez le camp du boycott, qui était pourtant le camp de Masra, avec Wakil Tama. Eux, ils ont demandé aux populations de rester à la maison, en considérant que c'est une duperie, c'est une tromperie. Puisque, je l'ai dit tantôt, parmi les questions que le référendum devait résoudre, il y a cette question de l'État unitaire ou de l'État fédéral. Et dans la façon dont le référendum se déroule, on ne répond pas clairement, on ne répond pas directement à cette question. Donc eux, ils ont considéré qu'il faut boycotter le référendum. Vous avez d'autres qui sont des partisans acharnés de l'État fédéral, qui disent que même si la question n'a pas été posée, si le non gagne, ça veut dire que l'État unitaire ne passera pas. Donc la question de l'État fédéral va se poser en ce moment obligatoirement. Eux, ils ont appelé la population à voter non. Mais si vous avez vu également les reportages, ils ont eu du mal à faire leur campagne
parfois même leurs caravanes, les voitures où ils avaient mis la Constitution, puisque leur système a été de mettre une croix en rouge pour dire aux gens de dire non. Les policiers, les militaires sont venus arracher les affiches du non et parfois même les gazer avec du lacrymogène. Bon, là aussi, ça pose problème. Quand c'est un référendum, le oui doit faire campagne, le non doit faire campagne. Même celui qui demande le boycott doit pouvoir faire campagne et dans les mêmes conditions. Sinon, ce n'est plus un référendum où on permet à tout le monde de pouvoir s'exprimer. Ça devient des élections, comme on en voit souvent en Afrique, qui n'ont d'élection que le non. Alors, finalement, pour le camp du oui, on le disait tout à l'heure, le camp présidentiel, ou du moins les militaires au pouvoir ont été rejoints, à part leurs autres alliés, par Succès Masra, qui entre-temps était tantôt ni pour le oui, ni pour le non, mais finalement a opté pour le oui. Qu'est-ce qui a poussé Masra à faire ce choix? Mais c'est la question que tout le monde se pose et les avis des Tchadiens sont partagés. Certains pensent qu'un an d'exil, ça pèse extrêmement lourd. Il faut avoir financièrement les moyens de rester à l'extérieur, ce qui n'est pas évident. Et même dans l'exil, on le voit avec M. Soro qui a préféré revenir en Afrique. Ce n'est pas facile d'être en exil très loin de son pays. Certains disent qu'il s'est rendu compte qu'il ne peut pas continuer cette bataille à partir de l'extérieur, bien que c'est ça qu'il avait dit. Il va continuer la bataille. Il a préféré pouvoir revenir. D'autres disent non. Il a tout simplement abandonné ce radicalisme qu'on lui connaissait, cette opposition frontale, aussi bien par rapport au père d'abord que par rapport au fils à un certain moment. Il a préféré revenir négocier avec le pouvoir. Ben, il y a eu effectivement une négociation. Pour moi, une négociation n'est pas nécessairement un problème. On doit négocier au contraire. Parce qu'il faut qu'on arrête, quand le pouvoir dialogue avec l'opposition, qu'on veuille en faire nécessairement un problème. Ils doivent dialoguer et de façon permanente. Maintenant, le problème, c'est que le dialogue soit un dialogue sincère, puisque c'est ça qui pose le plus souvent problème. On n'a pas les éléments clairs de l'accord, puisqu'on ne l'a pas publié. Oui. On nous a donné des bribes là-dessus, et sur ça, certains disent non. On a dû lui imposer un certain nombre de conditions. Et n'oublions pas que dans les accords, tout n'est pas écrit sur le papier, qui l'ont obligé à changer son discours. Parce qu'au départ, c'était le ni oui ni non, mais finalement, c'était devenu un non franc clair, même s'il donne des justifications. Il y en a qui le pensent. Il y a d'autres qui disent que, bon, le gars se rend compte qu'il y a presque plus d'avenir pour lui dans l'immédiat, parce que la conférence dont on parlait avait déjà donné une certaine légitimité aux militaires en place. Le référendum risque de faire exactement la même chose. S'il veut être présent de façon récente au niveau des prochaines échéances électorales, d'abord il faut qu'il revienne au niveau du pays et ensuite qu'il puisse être dans une situation lui permettant d'être candidat. Parce que n'oublions pas qu'on lui reproche des charges extrêmement importantes et lourdes sur le plan juridique. Vous avez un dernier groupe qui, eux, s'oppose carrément à lui aujourd'hui, en considérant qu'il ne peut pas parler au nom de l'opposition, parce que quand il était dans l'opposition, il y a un certain nombre de choses qu'il défendait, et l'accord ne lui a pas permis d'obtenir ces choses. Parmi ces choses, il y a cette question de l'État fédéral, que Waki Tama défend actuellement en demandant qu'on boycotte le référendum. Il défendait également un jugement pour que ceux qui ont tué les Tchadiens, 100, 300, moins de 100, puisque chaque source donne un chiffre, que ces gens-là soient jugés, alors que l'accord semble avoir amnistié tout le monde, sans pour autant qu'on détermine qui était le criminel. Ils disent non. Pas d'impunité, il faut que ces gens soient jugés. Et tous ces éléments avaient été défendus à un certain moment par Succès Masra avec l'opposition tchadienne. Quel avenir donc pour le Tchad avec ce référendum dont les résultats seront connus dans les jours à venir? Il faut qu'on voit d'abord les résultats pour s'assurer de la participation des populations tchadiennes à ce référendum. Au-delà de la participation, un autre enjeu? Au-delà de la participation, l'enjeu, c'est qu'on va directement vers une élection présidentielle, puisque la transition là-bas également doit se terminer par une élection présidentielle. Oui. Dans la Constitution, peut-être tout le monde n'a pas fait attention, il y a une concentration actuellement du pouvoir au niveau du président de la République. Mais celui qui a concentré le pouvoir, certainement, il l'a concentré pour lui-même.
il ne l'a pas fait pour une autre personne. Donc on risque d'aller, si les choses continuent comme on les voit en l'état, vers un président qui a fait un coup d'État militaro-constitutionnel, qui va légaliser et légitimer son pouvoir à travers des élections pour se transformer finalement, entre guillemets, en un président normal. Nous arrivons pratiquement à la fin de cet entretien, Mamady Diouf. Que retenir de ce référendum constitutionnel tenu ce 17 décembre au Tchad? Du déjà vu. Je dirais du déjà vu. On l'a déjà vu dans plusieurs pays. À chaque fois, au lieu de poser les vrais problèmes, pour leur apporter les vraies solutions, permettre aux pays africains d'en finir avec ces questions d'élections et autres là, on est toujours dans pratiquement la fourberie pour pouvoir obtenir des résultats, plus pour une personne, plus pour un camp que pour la population. Mais ça fait qu'on risque de continuer cet éternel recommencement qui fait que tant qu'on n'aura pas pris le bon départ, il va être difficile d'arriver à destination. Merci beaucoup à vous, Mamady Diouf, d'avoir répondu à nos questions. Merci également à vous, très chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. C'est la fin de ce numéro du décryptage. Je vous retrouve tout de suite dans la suite du programme du soir sur Nouveau d'Info.